Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidence de la République, vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Merci de m'accueillir au fond ici à Marseille, dont vous êtes l'élu, vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Votre lien avec cette ville, on va en parler, on va parler aussi de votre lien avec la mer, avec la culture. D'abord ce lieu où l'on se trouve sur la Corniche. Il est extraordinaire parce qu'on se trouve juste, je ne sais pas si on le voit, au pied d'un monument qui je crois est unique en France, qui est à la gloire de ces milliers d'hommes qui sont venus pour libérer la patrie des nazis. Et ce sont des Sénégalais, des tabors marocains, des troupes des différentes colonies, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, qui sont venus ici. Et beaucoup sont morts dans la prise de la colline où se trouvaient les batteries allemandes vers le Notre-Dame de la Garde. 1300, je crois, sont morts par là. Et je ne peux pas venir ici sans que ça me donne de l'émotion. J'oublie tout, la politique et le reste. Juste penser ces hommes venus de si loin et à qui nous devons notre liberté. Voilà, j'aimerais qu'il en passe quelque chose aujourd'hui. Juste qu'on ait de temps à autre une pensée un peu chaleureuse pour la communauté. On a bien sûr une pensée pour eux, en ce lieu. On a une pensée aussi pour toutes ces terrasses qui ont réouvert. Je vous propose pas un lait fraise, mais toute la France a compris que vous attendiez du jour où les terrasses ont rouvert. Vous l'avez dit sur TikTok. On va parler de tout ça et aussi du contexte sanitaire. Mais d'abord quand même un mot de la sécurité, parce qu'elle s'invite à nouveau, cette question de la sécurité, en cette fin de semaine. Encore une agression au couteau contre une policière municipale près de Nantes. On fait quoi? On fait quoi face à ça, Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, on évite d'abord de faire de l'idéologie et de s'énerver pour rien. C'est-à-dire, quand je dis rien, c'est dans une direction qui n'a pas de sens. Dans le cas précis dont nous parlons, rappelons-nous de ça. 31 000 lits de psychiatrie en moins dans notre pays en 25 ans, alors que la pratique, le besoin a été multiplié par 2. Quand vous dites « je veux pas qu'on s'énerve pour rien », ça veut dire que vous avez au fond presque choisi. Il y a eu 2 signalements, en effet, de celui qui a agressé cette policière. Un signalement du point de vue psychiatrique, vous le dites, en effet, diagnostiqué schizophrène, et un signalement par le renseignement pénitentiaire pour radicalisation, pratique rigoriste de l'islam et injure en lien avec la religion. Cet aspect-là, vous-même, vous n'en parlez pas? Si, je peux en parler si vous voulez. Mais disons que la superposition des deux, ça n'a rien à voir. Ça a à voir quand même, puisque c'était sa motivation d'agir. Mais vous savez, Madame de Malherbe, tuer quelqu'un n'est pas un acte simple. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Dans le code génétique des êtres humains, le tu ne tueras point, qui est dans le décalogue, c'est pas rien. Donc ce n'est pas un comportement spontané, facile que de tuer. Pour vous, l'homme est naturellement bon. Donc pour moi, tous ceux qui tuent dans des conditions pareilles, même ceux qui ne sont pas atteints de maladie mentale, sont en quelque sorte, à mes yeux, des gens atteints d'une maladie quand même. Mais ça n'excuse pas, c'est pas fait pour ça. C'est par contre, permettez-moi là que je termine, pour comprendre ce qu'on peut faire, puisque votre question c'était « qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien moi je dis, nous devons partir de l'examen des conditions dans lesquelles s'accomplit le métier de policier. Ils se tuent, les policiers ont 3 fois moins d'accidents qu'il n'y avait il y a 20 ou 30 ans. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire qu'ils ont amélioré leur technique. Ils ont perfectionné leur dispositif pour être plus en sûreté. C'est de ça dont il faut partir. Comment peut-on encore améliorer? Et c'est ça le sujet. Alors, du matériel qui fonctionne, du renseignement de bonne qualité, des protocoles d'intervention peut-être plus sûrs que je n'en ai vu à plusieurs égards. Et ce n'est pas vrai que pour les policiers. Il y a 1200 personnes tous les ans qui meurent de maladies professionnelles. Je les mets de côté. Il y en a 730 qui meurent au poste de travail. Aujourd'hui, les policiers, en tout cas eux le ressentent comme ça, sont pris particulièrement pour cible? Ils le sont moins qu'avant. Mais c'est fait de toute façon, ça fait trop. Personne ne va dire « Ah ben c'est bien comme ça, il n'y a qu'à laisser ». Non, bien sûr que non. J'ajoute qu'ils sont la cible des fois d'eux-mêmes, parce qu'il y a une grande maladie dans la police aujourd'hui, c'est le suicide. Il y a eu 15 suicidés cette année, on n'en parle jamais. Pourquoi on n'en parle jamais? Parce que ce qui leur tient lieu de syndicats, qui ne sont pas des syndicats, mais des organisations politiques, au lieu de se concentrer sur les conditions de travail, sur les conditions psychologiques, sur les techniques du métier de policier, font des manifestations politiques contre la justice, contre les responsables politiques, sont venus mettre 2 fois le siège devant mon organisation. Tout ça est absurde. Il faut se concentrer sur les conditions dans lesquelles se déroule le métier de policier. On va en parler de la manifestation
manifestations, évidemment, en particulier cette manifestation qui a eu lieu la semaine dernière. Mais Jean-Luc Mélenchon, je reviens quand même sur cette question de la radicalisation, parce que certes, il y a une dérive psychiatrique, en l'occurrence chez l'auteur, mais est-ce qu'il y a pour vous quand même une forme de radicalisation, une radicalisation liée à la pratique d'une rigoriste d'une religion? C'est en tout cas comme ça que c'est dit. Les pratiques religieuses dites rigoristes, c'est-à-dire démentes, sont évidemment une source de meurtre. Regardez en Norvège, le type a tué 90 personnes. Bon, c'était lui, il prétendait être chrétien. Jamais je ferai l'injure aux chrétiens de dire que cet homme-là tué au nom du Christ. Ce n'est pas vrai. De la même manière, pour les musulmans, je trouve toujours assez offensant qu'on leur dise ces dingos vous représentent, parce que ce n'est pas vrai. Mais vous avez raison de dire que les pratiques du fondamentalisme islamiste politique débouchent sur des actes de violence. Et qui le sait mieux que moi, puisque 2 de mes amis sont morts de ça, Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi en Tunisie, qui ont été assassinés tous les 2 par des islamistes politiques. Je n'ai jamais eu la moindre, faiblesse à leur égard. Je me rappelle m'être fâché avec quelqu'un qui était pourtant un ami, qui était au Sinaï Ahmed, quand il a signé à Rome un accord avec le fils. Et j'avais énormément de respect pour lui. Et je lui ai dit, mais Ossine, je ne suis pas d'accord avec vous et je ne peux pas ne pas vous le dire. Et il avait très mal pris ça. Mais néanmoins, nous étions en quelque sorte fâchés. Je lui avais dit, c'est une expérience. C'est comme le dit le docteur Saïd Saadi, qui est un leader algérien. Je lui ai dit, vous savez, l'islamisme politique, c'est comme la mort. C'est une expérience qu'on ne fait qu'une fois. Parce qu'on n'en ressort pas sans, comme toutes ces idéologies, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, beaucoup de saccages. Par conséquent, pour ma part, j'ai toujours fait très attention, étant si hostile à l'islamisme politique, à ne jamais donner le sentiment que je voulais montrer du doigt mes compatriotes musulmans, ou les musulmans d'une manière générale, parce que surtout que les pauvres, ils payent 2 fois. Souvent, c'est eux qui meurent le plus souvent, des crimes islamistes, et deuxièmement, en plus, tout le monde les montre du doigt. En France, singulièrement, nous devons être très vigilants. Parce que l'islam est la 2e religion du pays, et nous ne pouvons pas montrer du doigt plusieurs millions de nos compatriotes. Le ferait-on pour les chrétiens ou pour les juifs, que ce serait aussi insupportable. Pour les juifs, on l'a fait pendant 10 siècles. Bon, c'est bon, on a tourné la page des guerres de religion dans ce pays. Il ne faut pas y remettre le doigt, si peu que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, sur ces questions de sécurité et la manifestation que vous évoquiez, Gérald Darmanin a envisagé de porter plainte contre Audrey Pulvar, qui avait dit de cette manifestation qu'elle était glaçante. Et puis finalement, il a renoncé à lui porter plainte, Il a même demander à ce qu'ils se rencontrent. Ils ont prévu donc de se voir. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est bon, c'est fini? Non, je pense que M. Darmanin est un malin. Sa plainte n'avait aucune chance d'aboutir. Si maintenant, quand on en est à dire qu'une manifestation est glaçante, ça vous vaut d'aller en prison, mais tout BFM va y aller chaque fois qu'il y a une manif de cheminots. Non, tout ça est ridicule. Ça fait partie de la discussion, de la manière de parler. Bon. Alors, il est malin. Pourquoi il n'a pas porté plainte contre vous, au fond? Parce que vous aviez été encore plus franc, je dirais, qu'Audrey Pulvar. Vous avez dit carrément que c'était des factieux. Oui, mais moi je peux vous le démontrer. Pourquoi? Mais en attendant, et aussi elle pourrait démontrer. Mais ce que Darmanin a fait, je vous ai dit, c'est un malin. Il s'est dit, je vais enfoncer un coin entre Madame Pulvar, dont il devinait qu'elle ne serait pas très favorable à cette manifestation, et Madame Hidalgo qui y a été, et qui en a un petit peu rajouté, comme tous les socialistes qui y sont allés, sans bien réfléchir à ce qu'il disait, soit dit par parenthèse. Mais il s'est dit, je fais ça. Puis après, il s'est rendu compte, quelqu'un a dû lui dire, mais t'es fou, toi, ça n'existe pas dans le droit français, glaçant, on va pas en prison pour ça, et on porte pas plainte pour ça. Donc, il a fait mine, ensuite il s'est donné le beau rôle. J'ai pas compris pourquoi Madame Pulvar lui a en quelque sorte donné le poids en disant, ah mais oui, j'accepte la main que vous me tendez, mais il n'a jamais tendu la main, il lui a juste donné une gifle, et le lendemain une deuxième en disant, allez bon, c'est bon, ça va pour cette fois-là. Bon, enfin c'est leurs histoires, et ça fait partie d'un climat que je juge de plus en plus compliqué dans le pays, quoi. Ça veut dire quoi, de plus en plus compliqué? Comment vous qualifiez? C'est de plus en plus tendu, et pourtant je suis pas un homme à qui la montée des décibels fait peur, mais je n'aime pas l'ambiance qu'il y a là. Cette manifestation, en avez-vous pris toute la mesure? C'est un attroupement de policiers qui se fait en face de l'Assemblée nationale, le jour où on discute d'une loi sur la justice. On pense qu'on veut de cette loi, j'en pense beaucoup de mal. Mais quand même, ils ont fait une manifestation de policiers pour mettre en cause la justice, et naturellement le ministre de la Justice, dont on pense aussi ce qu'on veut. Et ils reçoivent l'appui du ministre de l'Intérieur. Non mais nous ne sommes pas une république bananière, nous sommes un vieux pays d'état de droit. Bon, il y a des choses qui ne se font pas, et c'est moi qui vous dis ça. Quand vous voyez que Fabien Roussel y était, Fabien Roussel qui, aux dernières élections, vous soutenait, le Parti communiste vous soutenait, est-ce qu'aujourd'hui, c'est
une des distinctions entre vous et eux, c'est ce rapport à la question de la sécurité? J'espère que non, parce que, si vous voulez, la plus grande fermeté dans le temps et dans l'histoire à l'égard des méthodes de répression qui pouvaient déboucher sur des attitudes factieuses, dans l'histoire, c'est le Parti communiste qui l'a tenu. Bon, que ce soit au moment de la guerre d'Algérie ou après. Par conséquent, pour moi, ça a été plutôt une source de peine, de chagrin, que de me frotter les mains en me disant il a fait une bêtise plus grosse que lui, il s'est pas mené ses affaires. Ça m'a fait de la peine, notamment parce que j'ai eu des témoignages de beaucoup de communistes me disant leur perplexité, on va dire, pour dire quelque chose de simple. Mais oui, ça a été un problème, de voir tous les dirigeants de la gauche traditionnelle, tête baissée, comme s'ils n'avaient aucune expérience du combat, comme si c'était des gamins, quoi. Quand on vous attrape en vous disant « Ah ben c'est un hommage aux policiers », comment vous réagissez comme moi? Vous dites « Bon bah c'est un hommage, j'y vais ». Mais vous regardez. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les tracts. Et j'ai bien vu que les tracts appelaient à une manif contre la justice. Revenons, Jean-Luc Mélenchon, sur la situation sanitaire. Alors, je le disais, les terrasses ouvertes, on est sur l'une d'elles. Je ne vais pas vous proposer donc un lait fraise, mais je voudrais d'abord qu'on parle avant de la question du calendrier, des vaccins, de la situation vraiment sanitaire, de la question sociale au fond, parce qu'on le voit bien se dessiner la fin du quoi qu'il en coûte. Les intermittents du spectacle qui continuent à occuper les théâtres, ici même à Marseille où nous nous trouvons, le théâtre de la Criée est occupé. Ils demandent la prolongation de l'année blanche pour les 12 mois qui viennent, c'est-à-dire permettre de continuer à toucher les indemnisations sans avoir à justifier d'un certain nombre d'heures de travail. Quand ils ne pouvaient pas rouvrir, ils occupaient les théâtres en demandant de les rouvrir, et maintenant qu'ils peuvent rouvrir, ils continuent de les occuper. Est-ce que franchement, c'est pas un peu un comble? Non, parce que je crois que vous devez considérer ce qu'est leur situation d'extrême détresse. Là, c'est pas parce que nous sommes sur des terrasses que nous sommes sortis de la crise Covid. Sa dimension psychologique va arriver, c'est-à-dire tous ceux qui ont horriblement souffert, pour des raisons multiples et diverses, psychologiquement. Vous savez qu'on a une explosion du burn-out en ce moment. Ensuite, vous avez la crise du commerce, du petit commerce, de la petite production qui est devant nous, puisque les prêts garantis pour l'État vont bientôt arriver à leur terme. Il faudra bien rembourser. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. On a une idée, mais bref. Et puis, vous avez tous les profiteurs de crise, pas seulement, je ne parle pas de ceux qui ont fait beaucoup d'argent, je parle de ceux qui ont profité de la crise pour passer leur plan de licenciement, leur délocalisation, après avoir pris l'argent de l'État. Donc, partons de l'idée que le corps social, la France, va mal. Bon, alors, il faut faire ce qu'on peut pour essayer de se sortir de ça bien. Alors, regardons les professions sans trop d'idées préconçues. Parce que voyez-vous, concernant les gens de culture, il y a toujours l'idée que oh, qu'est-ce qu'ils font au juste, est-ce que ça sert à quelque chose? Notre société. Vous ne pouvez pas me faire ce procès-là. Je ne crois pas que vous vouliez dire ça, mais souvent c'est l'idée qui vient. Mais c'est la question simplement qu'à un moment il faut peut-être se remettre au boulot, quoi. Eh ben, c'est pas qu'ils veuillent pas se mettre au boulot. Ne soyez pas injustes, ils ne demanderaient que ça. Mais je crois que vous passez à côté de leurs conditions réelles de possibilité de travail. Toutes les installations ne sont pas réouvertes. Toutes ne le sont pas dans des conditions qui garantissent leur rentabilité. Et puis vous avez des tas de gens qui sont dans la précarité ou l'intermittence, qui sont passés dans les trous de la raquette. Je pourrais vous citer mes pauvres camarades, je dis les pauvres parce qu'ils vivent une vie de chien, qui ont des contrats, vous savez, à la journée, dans un hôtel, dans un restaurant, etc. Ceux-là, ils sont frappés deux fois. D'abord parce qu'ils ont pris cher dans la période du confinement, et maintenant parce qu'on leur annonce que leurs indemnités de chômage vont être calculées différemment, où on ne comptera pas seulement les heures qu'ils ont fait au travail, mais celles qu'ils n'ont pas fait. Ça, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est la réforme de l'assurance chômage qui aura lieu en juillet. Donc, si vous voulez, à vous comme à tous les autres, je dis, faites attention aux gens qui vous lancent des signaux d'alerte, parce que non, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des feignants qui ne veulent pas travailler. Ce ne sont pas des gens qui ne sont jamais contents. C'est des gens en situation d'extrême détresse sociale. Et moi, je crois que c'est la priorité des mois qui viennent, s'occuper d'eux. Vous voyez, soyons sérieux. Des tas de gens ont eu une année blanche. Des tas de gens, commerçants, bistrotiers, restaurateurs, petits producteurs, que sais-je. Ils ont eu une année blanche. Par contre, je suis obligé de le dire, les actionnaires du CAC 40, ils ont eu 51 milliards de distribuer. Et quand on y regarde de plus près, le scandale est à son comble, on leur a donné plus de dividendes qu'il y a eu de bénéfices. Donc ça veut dire qu'on a renié sur la chair vive de l'entreprise. Eh bien, savez-vous, juste pour faire une comparaison, ces 51 milliards, supposez que ce soit moi qui m'en occupe, je leur dirais, écoutez, mesdames, messieurs, on a tous eu une année horrible. Il y a eu une année blanche pour tant de gens, vous aussi. Je vous garantis que votre capital sera rémunéré à l'inflation. Comme ça, vous n'aurez rien perdu. Mais tout le reste, je prends tout. 51 milliards,
1 million de postes de travail pendant 1 an, au salaire moyen, c'est-à-dire 2 000 euros. Donc vous auriez mis en place une sorte de taxe exceptionnelle, de contribution exceptionnelle. Voilà, on aurait dit, si ça avait été, pardon, je ne vais pas faire de comparaison horrible, supposez que c'était une guerre, on l'aurait fait, personne n'aurait discuté. On aurait dit... on a parlé de guerre, en l'occurrence. Non, mais on a une dévastation. Le mot de guerre, quand Emmanuel Macron a dit on est en guerre, c'était excessif. C'est pas une bonne idée, parce que ça suppose c'est un petit fantasme. Le virus, il a aucune stratégie. Ceux qui ont une stratégie, c'est nous, les êtres humains, pour le vaincre par les vaccins et le reste. Non, c'était pas la bonne expression, et surtout, ça nous a mis dans une ambiance qui ne permettait pas de voir la réalité. Mais la réalité, quand même, on peut le dire, c'est que 8 points de perdus de production du pays, c'est comme si on avait été en guerre. Et le niveau d'endettement, comme si on avait été en guerre. Mais quand vous voyez en effet les milliards qui ont été mis sur la table, et encore récemment, c'est-à-dire que le même jour où le ministre de l'économie nous dit on sort du quoi qu'il en coûte, il rajoute finalement 15,5 milliards au pot pour une sorte de rallonge. De ce point de vue-là, l'État a été à la hauteur. Alors, d'abord, commençons par dire une chose. Ça va défriser mes amis libéraux, j'en ai quand même quelques-uns. C'est heureusement que l'État était là, parce que si ça avait été le marché, on était tous morts. Donc ça prouve que, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas une société où il y a moins d'État qui va mieux. C'est une société où l'État occupe sa place d'une manière raisonnée, raisonnable et maîtrisée sur les domaines qui comptent. La planification, la préparation du futur, etc. Parce que le capitalisme est incapable de ça. Donc déjà, premier constat, c'est pas le capitalisme qui nous a tiré d'affaire. Deuxième constat, alors on a mis beaucoup d'argent au pot, mais c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Hein. Au passage, ils en ont profité, alors ils enlèvent les impôts de production, comme ils disent, allez hop, encore des milliards par là, des impôts de ceci, c'est-à-dire tout ce qui était la contribution de l'appareil productif au bien-être commun, encore une fois, a été réduit. C'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il faut remettre en argent frais l'équivalent de la perte que nous avons subie. Si nous avons perdu 8 points de PIB, il faut remettre 8 points. Les Américains font ça. Alors, ils ont une situation un peu exceptionnelle, puisqu'ils impriment des billets tant qu'ils veulent. Mais les Allemands ont fait ça. Mais tout le monde fait ça, sauf des pays comme nous, où on se dit on va en profiter pour libéraliser la société. Vous avez dit, Jean-Luc Mélenchon, la France va mal. Est-ce que vous imaginez qu'après ce moment de perfusion, il puisse y avoir une rentrée, comme on dit, sociale, une rentrée faite notamment de colère? Non, j'ai passé l'âge d'annoncer des rentrées chaudes, parce que j'en ai tellement vu dans ma vie où il y avait rien de chaud à la sortie, que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tout le monde comprend, on a une situation difficile. On va pas tout continuellement repeindre noir sur noir, tout va mal. Bon, oui, c'est vrai, on a des problèmes. Et alors, quand est-ce qu'il n'y a pas eu de problème dans ce pays? Il y en a toujours eu. Donc comment on les règle? C'est pas pire. Eh ben, ou en tout cas, vous relativisez. Si, c'est quand même grave. Hein. Il y a eu des moments terribles, c'était les guerres, où la sortie de la colonisation, bon, le pays a vécu des chocs. Hein. Mais là, on est dans un choc, incontestablement. Fou qui dit le contraire. 8 points de richesse qui n'est pas produit, donc qui ne circule pas, ni en salaire, ni en valeur. Bon, c'est pas rien. Dans une économie qui est faite entièrement sur la marche avant. Alors, mais ce que je crois, c'est que à partir du moment où tout le monde commence à réfléchir, bon, à nouveau, on fait de la politique et on peut discuter autrement qu'en jetant à la figure des certitudes. Tout le monde est mis au pied du mur de démontrer. Moi, quand je parle avec mes amis libéraux, je leur dis, ben vas-y, prouve-moi que tu vas nous permettre d'en sortir mieux. Et moi, je lui dis, voilà, je suis un collectiviste, je vais t'expliquer pourquoi on va s'en sortir mieux. Et puis surtout, moi, ce que je voudrais, c'est que, vous savez, les campagnes électorales, on les gagne ou on les perd. Dans une démocratie, le plus dur, c'est d'accepter de perdre. Hein. C'est pas de gagner, ça tout le monde sait faire. Bon. Mais il faut qu'une campagne électorale elle soit d'abord utile, qu'elle mette des thèmes, des débats en circulation, qu'elle nous fasse franchir des étapes. Moi, j'ai essayé d'en mettre quelques-uns, mais là, je suis en train d'en remettre un. Je sais que c'est pas facile à faire comprendre, mais nous entrons dans une ère d'incertitude écologique. C'est grave parce que les écolos croient qu'il y a juste une crise. Mais non, c'est que nous allons passer d'un état du climat à un autre et entre les deux, il va se passer tout et n'importe quoi. Et personne ne peut prévoir. Donc, la seule chose qu'on peut prévoir, c'est en situation de détresse, que ferons-nous? Est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce que c'est tous ensemble? Mais ce qui me frappe quand même... Pardon, juste pour donner un exemple, sinon c'est un peu abstrait mon histoire. Vous avez vu dans la vallée de la Roya, bon, tout est dégringolé. Des épisodes comme ça, il va y en avoir partout. Ils se déplacent d'ailleurs de plus en plus sur tout le bas de la France, tout le sud. Eh bien, quand vous avez un événement comme celui-là, la première fois, tout le monde rapplique pour remettre les poteaux et puis nettoyer. La deuxième fois, tout le monde vient, bon, on met des poteaux et on aide à nettoyer. Et puis la troisième fois, il y en a qui disent, moi j'en ai assez, fichez-moi la paix, je m'installe ma citerne d'eau et mon groupe électrogène. Et les autres, débrouillez-vous. Bon, ben, c'est un choix. Et dans la vie, vous allez avoir ce choix. Tous ensemble ou chacun pour soi. Moi, je fais le pari que chacun pour soi ne peut pas tenir.
Donc on a besoin de pouvoir politique, je ne m'exprime pas sur le fond, mais de pouvoir politique qui répondent à cette question. Oui ou non, on s'en sort par des mesures raisonnées et décidées ensemble, ou bien est-ce qu'on dit la magie, quoi? Le marché, je sais pas quoi, va régler tout ça. Évidemment très séduisant, c'est-à-dire que quand on vous écoute, on se dit, bah oui, c'est formidable, ils vont être tous ensemble face au péril de la planète. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais quand on regarde dans les faits, Jean-Luc Mélenchon, je vous trouve très courtois avec vos adversaires et beaucoup plus dur avec ceux avec qui vous pourriez gouverner. Vous avez dit là tout à l'heure que quand vous parliez avec vos amis libéraux, vous étiez capable de les tutoyer, de parler, de discuter, de négocier le bout de gras, quoi, d'essayer d'emporter le morceau. Et en même temps, quand on vous entend parler avec quelqu'un comme Yannick Jadot, qui à un moment a tenté récemment on a franchement l'impression que vous rechignez. Non, c'est une fausse impression. C'est donc où je m'exprime mal, où je donne à voir quelque chose qui n'est pas en moi. J'ai été horriblement déçu de voir que la réponse à ma propre proposition, qui n'est jamais étalée, mais quand même, elle a existé. J'ai proposé la Fédération populaire, j'ai proposé l'Union populaire. Nous avons fait pour les élections régionales, partout, nous avons demandé à faire l'union aux autres. Là où nous ne sommes pas en situation d'union, il y a 4 régions, mais personne ne nous a jamais proposé de nous lâcher une seule tête de liste, sauf les communistes avec qui nous avons eu un accord en Ile-de-France, autour de Clémentine Autain. Et au niveau national, les communistes ne sont plus avec vous? Quand même dans 3 régions. Non, mais je veux dire, au niveau national, vous êtes parti, mais vous êtes un peu parti quand même tout seul. Vous n'avez pas attendu les autres. Là, vous parlez des présidentielles. Moi, je vous exprimais mon point. Je parle des moments de décision, des moments de décision qui, face à un péril dont vous avez dit qu'il était grave... Mais je vais vous répondre. Mais d'abord, laissez-moi au moins rétablir pour l'honneur de mes pauvres amis et camarades. Nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons accepté que les Verts puissent d'une manière tout à fait incroyablement hégémonique. On dit, ou c'est nous tête de liste ou personne. Y compris dans des conditions d'amateurisme absolument inouïes, comme ce fut le cas ici en PACA, où en plus ils nous ont chassés, et où ils ont créé une situation, ensuite ils se sont divisés en 3. Enfin, tout ça sans l'amateurisme. Donc nous avons tenu notre rôle. Monsieur Jadot et moi, nous avons à la fois, pour être clair, si je suis président de la République, je pense que monsieur Jadot pourra entrer dans les gouvernements que nous ferons. Mais si c'est lui qui est président de la République, je n'irai pas, parce que les bases ne sont pas les mêmes. Moi, je suis un collectiviste républicain. C'est étrange, en fait. C'est-à-dire que vous pourriez lui tendre la main, mais si lui vous tend la main, vous direz non. Non, ce n'est pas les choses. Peut-être que d'autres diront oui, mais pas moi. Parce que je crois à la cohérence d'une politique. Monsieur Jadot croit au marché. Il croit qu'on peut faire des accords, pour prendre monsieur Jadot, je ne veux pas l'accabler, il croit qu'on peut s'entendre avec les multinationales et négocier l'écologie. Moi, je ne crois pas au capitalisme vert. Dans le capitalisme vert, ce qui dérange, c'est pas vert, c'est capitalisme. Je n'y crois pas. Donc, je ne ferai pas semblant. Comprenez que je suis à un âge et à un moment de mes responsabilités personnelles où je ne suis pas en train de faire une carrière, c'est pas ça que je prépare, moi. Je voudrais préparer quelque chose qui est en ordre pour proposer une solution globale au pays. Je l'ai fait, j'ai un programme, j'ai une équipe, j'ai répondu à peu près à toutes les critiques que l'on peut faire, à part celles qui portent ou sur mes tenues ou mon caractère, contre lequel je ne peux rien. On va revenir sur la question de l'écologie, mais quand même juste un point sur cette question de l'union. Il y a évidemment cette question qui commence à se poser parce que les sondages qui arrivent, parce que dans un an c'est la présidentielle, qui est la question de l'union face ou contre le Rassemblement national. On est ici, en effet, en PACA. On voit bien que les derniers sondages montrent que c'est Thierry Mariani qui, à tous les coups, serait largement en tête au premier tour. Au deuxième tour, c'est très serré, avec une liste de gauche qui se maintient. Est-ce que vous vous dites, comme aux dernières élections régionales, nous, la gauche, à un moment, il faudrait qu'on fasse comme Christophe Castaner, qui s'est retiré pour pas que Marion Maréchal Le Pen gagne. J'ai 2 réponses à vous faire, alors je vais essayer de les caser dans l'ordre. La première, puisque nous sommes en PACA, je n'ai qu'une chose à vous dire. Allez le demander à ceux qui dirigent cette liste de gauche, parce qu'ils ont pensé que si on y était nous, ça allait gâcher le potage. Donc c'est eux qui savent ce qui est bon, juste et nécessaire. On sent votre ironie. Qu'ils s'en débrouillent. Les électeurs, les électrices... Ils n'ont pas voulu de vous, tant pis pour eux. Non, les gens savent ce qu'ils ont à faire. Mais il ne faut pas me demander d'en rajouter dans une direction à laquelle personne ne croirait. Maintenant, je vais aller au fond, au noyau de l'affaire, au cœur de l'affaire. J'ai passé l'essentiel de ma vie politique à militer pour l'union de la gauche. D'accord, je ne vais pas effacer ça. Mais l'union de la gauche avait en quelque sorte des présupposés, des grandes organisations syndicales très puissantes, un accord idéologique très puissant et un programme commun. Rien de tout ça n'existe, c'est le contraire. Je vous prends, comment veux-je régler la question ? Je veux le faire par une stratégie qui rassemble le peuple. Alors on me dit, mais comment tu vas faire ça si on est divisé ? Mais c'est justement
parce qu'on n'est pas ensemble que c'est possible. Parce que si j'allais dire aux gens, écoutez, je vous propose la 6e République, puisque 60% d'entre vous est d'accord avec ça. Je vous propose le rétablissement de l'impôt sur la fortune, puisque 90% d'entre vous sont d'accord avec ça. Je vous propose la retraite à 60 ans, 70% sont d'accord avec ça. Et on me dirait, mais monsieur Mélenchon, on est tout à fait d'accord, mais on vous croit pas, regardez qui c'est qu'avec vous, là. Le socialiste, c'est lui qui nous a amenés à la retraite à 63 ans. L'ISF, c'est lui qui voulait le supprimer. Et il me montrerait ainsi du doigt des gens qui ont fait le contraire du programme sur lequel je pense que je peux rassembler les Français. Donc on oublie les chapelles et on se fixe des objectifs. Mais bien sûr, exactement. J'aurais préféré, comprenez-moi, ça aurait été plus facile de dire, allez hop, on top. Et puis on se met d'accord, on fait un arrangement, enfin un compromis, il faut toujours faire des compromis. Hein. Mais là, c'est pas possible, on ne dit pas la même chose. Au-delà de la question de l'union Et les gens, ils sont pas fous, hein, ils disent, ils mentent, ils racontent des histoires. Il y a la question de l'accès du Rassemblement national au pouvoir. Je vous repose cette question. Christophe Castaner avait décidé de se retirer pour éviter que Marion Maréchal Le Pen ne devienne présidente de cette région. Au niveau national, tout le monde se souvient qu'au soir du premier tour, vous avez refusé de trancher entre le bulletin de vote Macron... Pardon, merci de me donner l'occasion de rectifier Vous avez dit chacun fera en conscience. Non, j'ai dit pas une voix pour Madame Le Pen, que puis-je faire de mieux? Il y a 2 candidats, pas une voix pour Madame Le Pen. Pourquoi je dis ça? Pas parce que j'étais embarrassé, j'étais responsable. Je termine. Des gens qui avaient voté pour moi. Je ne suis pas un gourou. Je suis juste un candidat avec un programme. J'ai rassemblé une famille politique qui n'existait pas avant. Les Insoumis, il y a tout là-dedans. Des communistes, des socialistes, des anarchistes, des gens de droite qui en ont ras-le-bol de la droite parce qu'ils la trouvent trop libérale. Et ces gens-là, je ne leur donne pas d'ordre. Je leur dis, réfléchissez. Il y a une chose dont je suis sûr, ne votez pas pour l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est comme la pâte dentifrice que vous faites sortir, vous la faites plus rentrer dans le tube. Parce qu'ils vont vous appeler à vous détester. Ne votez pas. Mais après, il y a des gens qui ont voté blanc. Il y a des gens qui sont venus avec un bulletin Mélenchon au deuxième tour. Vous avez sans doute vu la une. Il y a eu cette une de Libération il y a quelques semaines qui avait fait beaucoup parler parce que tout d'un coup, ils exprimaient le fait que le Front républicain, comme on dit, c'est-à-dire appeler les gens de gauche à aller voter pour Chirac en 2002, pour Macron aujourd'hui, ils disaient cette fois-ci on restera chez nous. Cette fois-ci on ne se déplacera plus pour voter. Est-ce que du coup, vous n'avez pas une responsabilité plus grande à dire pas seulement ne votez pas Rassemblement national, mais allez-y, allez voter, parce qu'il faut faire barrage? Non, parce que si vous voulez, ça, Madame Malherbe, c'est pour des gens comme vous, des gens honnêtes, où on est des braves gens, on essaye de raisonner raisonnablement. Mais c'est pas comme ça dans la vie politique, c'est qu'un ramassis de cyniques et de menteurs. Monsieur Macron avait écrit un livre, Révolution, il allait faire la révolution. Tu parles, Charles, la révolution, c'est taper la destruction du Code du travail, la suppression de l'ISF, le contraire. Vous n'avez pas une responsabilité? Mais vous ne regretteriez pas? C'est eux qui ont une responsabilité. Cessez de mentir, cessez d'insulter les gens qui ne sont pas de votre avis, acceptez un débat. Madame Le Pen, le mieux qu'il y a à faire, c'est de lui dire, moi, madame, je fais la retraite à 60 ans. Et vous? Elle dit, je sais pas, ça dépend. Moi, je rétablis l'impôt sur la fortune, vous le paierez. Et vous? Alors elle répond non, elle répond non, elle répond non. Vous voulez débattre Je veux l'obliger à dire ce qu'elle est, pour qu'ensuite, c'est une démocratie. Les gens votent pour qui ils veulent, bon sang de bois. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on fabrique un drame qui permet à des cyniques de se sortir de toutes les élections sans avoir besoin de rien faire, d'autre que de mentir et d'être là. Je voudrais vous entendre sur une autre des fractures qu'on a ressenties ces derniers temps. On parlait de la fracture sociale. Je voudrais vous entendre aussi sur la question d'une menace de guerre civile sous-jacente qui est brandie régulièrement, qui a été brandie notamment par ces fameuses tribunes de militaires, d'abord par des militaires à la retraite, puis par, dit-on, des policiers à la retraite, puis par des militaires de l'active, qui tous disent il y a une guerre civile qui couve. Est-ce que cette manière de parler est artificielle, fausse, sans aucun fondement? Ou est-ce que vous vous dites qu'il y a quand même quelque chose qui était déjà peut-être en germe au moment des Gilets jaunes, d'une autre forme de colère, d'un besoin? En tout cas, je ne le mettrai pas du côté que vous croyez. Oui, ces anciens militaires veulent la guerre civile. Ou la menace de la... Oui, ils la veulent, bien sûr. Il suffit de voir comment ils parlent des gens. Regardez les anciens policiers. D'ailleurs, les militaires d'actifs sont horrifiés de lire ça. Ils disent, mais enfin, nous, on respecte le droit de réserve, fermez-la. Parce que vous allez défaire la cohésion de l'armée. L'armée, pour que ça marche, il faut que ça soit cohérent. Pour que ça soit cohérent, faut éviter de se pouiller sur des histoires de politique, vous comprenez? Bon. C'est le minimum. Pareil pour la police. Je ne sais pas si vous avez vu les hauts gradés qu'on dit, vous êtes les aînés, vous devriez plutôt aider à la manœuvre plutôt que de créer des divisions mortelles. Ni la police ni l'armée ne doivent, et je suis sûr qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est une bande d'exaltés qui a un projet politique, qui est le projet classique de l'extrême droite.
Donc à chaque génération, l'extrême droite s'invente un ennemi de l'intérieur. Alors un coup c'est les juifs, le coup d'après c'est les musulmans, des fois c'est les deux en même temps. Bon, ces gens, oui, ils veulent ça. Et moi je mets en garde. Comprenez que tout mon comportement est celui d'un homme qui est rempli de l'histoire. Je suis un pied noir, vous comprenez ça? J'ai vu une fois comment on pouvait se sauter à la gorge dans un conflit où à l'évidence les Algériens avaient raison. Et l'attitude qui a exalté à mort tous les pieds noirs a fait qu'à la fin, on a terminé dans une bataille frontale et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Eh bien, je ne veux pas de ça sur le territoire de la patrie. Les enfants qui sont là, qui nous sont venus, sont à nous tous. Et donc, on ne montrera pas du doigt tel ou tel parce qu'il n'est pas de la bonne religion, qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. S'il y a une guerre civile qui menace, c'est par les fous, les démons qui poussent à la lutte des uns contre les autres des Français. Alors, le reste, ce sont des histoires. C'est une stratégie politique, ils en ont une. Eh bien, moi, j'en ai une autre, exactement l'inverse. Et j'appelle à ce qu'on se regroupe autour de moi pour la paix civile. Parce que moi, je ferai ce qu'il faut pour ça. D'abord avec les gens, du respect, et deuxièmement, socialement. Parce que vous ne pouvez pas faire un pays uni si vous avez les uns qui ont tout et les autres qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien finissent par se fâcher. C'est assez normal, non ? La question du pass sanitaire, Jean-Luc Mélenchon, quand vous voyez qu'il va devenir obligatoire au niveau européen, alors on pourra toujours avoir sur un petit bout de papier son test PCR, mais ça sera plus compliqué et il faudra être vacciné avec d'ailleurs une non-reconnaissance des vaccins russes et chinois. Est-ce que cette décision européenne vous semble nous protéger ou au contraire vous inquiète ? Je les regarde, nous sommes dans une situation tellement nouvelle que chaque cas mérite d'être regardé en détail. Il ne peut pas avoir une attitude a priori en disant « ça non, ça oui, non, réfléchissons ». J'ai tout entendu, moi, des gens qui me critiquaient, du comment tu fais, t'es insoumis et tu mets un masque. Ah ben, bon ça oui, je mets un masque. Parce qu'il y a, je ne sais pas, moi je ne suis pas toubib, on me dit qu'il faut le mettre pour ne pas rendre les autres malades, je le mets. Bon, la discipline, ça existe aussi. Alors des fois, c'est une discipline absurde, mais je préfère prendre le risque d'avoir pratiqué une discipline absurde que de vous rendre malade. Voilà, bon, chacun ses choix dans la vie. Et de même pour le vaccin, l'organisation, il y a des vaccins qui sont obligatoires, voyez-vous. Vous êtes tous passés au Bacille, Calmette et Guérin, là, tout le monde a sa petite marque sur le bras. Bon, il y en a qui sont obligatoires. D'autres, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit non, il faut qu'il y ait le volontariat et il faut convaincre. Elle a ses raisons, ce sont quand même les spécialistes du monde qui nous disent ça. Donc, rendre le vaccin obligatoire va créer un problème, parce que vous allez avoir beaucoup de gens ou qui ne vont pas être d'accord, des problèmes qui vont surgir, donc convainquons. Ensuite, je voudrais vous faire remarquer que ce n'est pas juste cette histoire de passe sanitaire, parce que tout le monde ne peut pas être vacciné, parce que dans tous les pays du monde, alors moi je suis d'accord pour qu'il y ait un passe sanitaire à l'entrée de l'Union européenne. C'est normal, parce qu'il y a des zones qui sont hautement contaminées et où il n'y a aucune campagne de vaccination. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas laissé la licence libre sur les vaccins. Donc on ne peut pas en produire ailleurs que dans les centres actuels de production. Heureusement pour moi, parce qu'à l'époque je passais pour quelqu'un d'un peu excité, parce que j'avais dit qu'il faut la licence libre. Depuis, beaucoup de gens s'y sont mis. Là, le Parlement européen vient de le voter avec un amendement d'ailleurs des Insoumis, la licence libre, et surtout, le président des États-Unis a dit, c'est moi qui vous dis ça. Qui est devenu un peu votre nouveau héros, hein, quand même. Non, il ne faut pas exagérer, parce que bon, je suis pas fou quand même. Je sais que chacun dans cette affaire défend ses intérêts, mais quand ça va dans le sens de ce que je crois bon pour mon pays, bah, je prends. Hein. Si le président des États-Unis réussit en une phrase à faire changer d'avis M. Macron, alors que moi je m'épuise depuis 8 mois pour rien, je prends, hein, c'est toujours ça de prix. Donc il dit oui, il faut la licence libre. Non mais rendons-nous compte, quand nous parlons là tranquillement, tous les deux, dans un beau pays développé, bon, il y a plus de 60 pays où il n'y a aucune campagne de vaccination. Donc, à l'entrée, oui, passe sanitaire pour qu'on contrôle ça. C'est pas très juste, mais c'est comme ça. Ensuite, entre nous, non. Pourquoi ? Parce que, tout le monde va-t-il, oui ou non, pouvoir être vacciné ? Quand vous dites entre nous, ça veut dire entre nous, entre différents pays, ou ça veut dire pour aller dans les concerts Non, les différents pays, et puis aussi dans le nôtre en propre. Je laisse de côté la question de savoir comment fonctionnent les frontières extérieures de l'Union européenne, qui sont des frontières très relatives. Mais enfin, bon, elles existent, donc je suis obligé de répondre à un état de droit tel que je le connais. Bien, alors après, nous parlons des gens qui vont avoir leur passe sanitaire, franchement. Alors, il va falloir être vacciné. Puis si tu n'es pas vacciné, tu peux aller faire un test PCR. Alors là, ceux qui ne veulent pas se vacciner vont courir se faire des tests. Donc, on va surcharger les tests de gens qui viennent juste pour aller au concert. Et puis après, ceux qui font le concert, il va falloir qu'ils viennent. Il ne faut pas le faire. Pour vous, il faut aller au concert. Ça y est, maintenant, on rouvre. Non, je vois les difficultés que ça soulève et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. La bonne réponse, ça reste les gestes barrières, les normes de fréquentation d'un lieu, les moyens qu'on met en avant, alors la vaccination bien sûr,
on va tous oublier les problèmes qu'elle peut soulever, comme elle est là, mais peu importe. Et puis, des choses aussi bêtes que les purificateurs d'air. Pardon, mais j'ai pas tout à fait compris. Vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire, telle que l'Académie de médecine le propose? Je ne suis pas pour la vaccination obligatoire parce que c'est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est quand même curieux qu'un gars comme moi vous dise qu'il n'est pas pour un truc obligatoire. Hein, mais bon, je vous le dis parce que l'Organisation mondiale de la santé dit ça, puis que je suis pas fou, je vois bien ce qui se passe autour de moi, et j'ai pas envie qu'on organise un immense bazar avec des gens qui se cachent parce qu'ils sont pas vaccinés ou je sais pas quoi. Non, mieux vaut y aller tranquillement, démontrer, convaincre. Moi, je crois à la science, je crois au vaccin. Comme je crois à la science, j'ai une attitude rationnelle à l'égard de la science, c'est-à-dire que je ne la crois pas capable de miracles, elle est juste capable de résultats, pas toujours, mais elle est capable. Voilà, je crois à la vaccination, mais pour autant, la rendre obligatoire serait d'après moi une erreur. Le refus des vaccins russes et chinois comme faisant partie du pass sanitaire? C'est ceux qui sont les premiers, vous savez, c'est comme le coup de la guerre civile, là, des fachos. Alors ils crient la Russie et la Chine veulent se servir du vaccin pour une géopolitique de puissance. On croit rêver. C'est précisément un vaccin américain qu'on est censé tous se mettre. Bon. Le vaccin russe, je me fous qu'il soit russe ou ce qu'il veut. Est-ce qu'il est efficace, oui ou non? Depuis novembre dernier, nous savons qu'il est efficace. Qui l'a dit? Macron Ier lui-même, qui est le plus grand virologue du monde, et qui nous a déclaré que la mission française, ce qui est vrai, a constaté qu'il était efficace. Le vaccin chinois, je ne le connais pas assez bien, mais je vois pas pourquoi les Chinois s'amuseraient à fabriquer un vaccin qui marche pas. Bon. Et puis, dans la liste des interdits, je sais pas s'il y a le vaccin cubain, mais je me frotte les mains d'avance de voir arriver le vaccin cubain. Mais nous ne l'aurons pas parce que j'ai posé la question à l'ambassadeur, je lui ai dit, mais vous allez en distribuer dans le monde entier. Il m'a dit, on pourrait parce que tout le monde nous en demande, notamment des mairies en France, mais nous réservons notre vaccin pour les pays pauvres. Alors, comme je suis le représentant d'un grand pays riche, disons que j'ai changé de sujet de conversation pour pas avoir l'air trop idiot. Jean-Luc Mélenchon, sur la Russie, un mot sur ce qui s'est passé cette semaine, les sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne vis-à-vis de la Biélorussie en l'occurrence, le contournement de l'espace aérien biélorusse. Est-ce que vous approuvez ces sanctions? Oui, parce que je suis tout à fait hostile au régime qui est en place en Biélorussie, qui est un régime violent, antidémocratique, brutal, et d'une manière générale, je ne soutiens pas ce type de régime. Et là, il s'est livré à un acte de piraterie aérienne, c'est-à-dire arrêter un avion dans lequel il y avait un certain nombre de mes compatriotes, et donc, par définition, leur sort m'intéresse. Hein. Et je ne suis pas d'accord avec ces méthodes pour arrêter un type qui se trouvait dedans. Alors, peu importe qui il est, peut-être que c'est un horrible abominable, mais je ne suis pas d'accord pour la piraterie aérienne. Mais moi, je suis cohérent. Quand on a bloqué l'avion de M. Evo Morales, président de la Bolivie, parce qu'on soupçonnait que peut-être il était en train de transporter M. Assange, les Français ont interdit le survol de la France, les Espagnols ont interdit le survol de l'Espagne à la demande des États-Unis d'Amérique. Et c'est un acte de piraterie. Il n'y avait pas d'Assange dans cet avion, et j'ai à l'époque dénoncé ça. Donc c'est pas maintenant pour l'approuver quand il y en a un autre qui le fait. Je suis cohérent. J'essaye d'avoir un discours qui tient debout. Après, quand on s'en prend à la Russie, c'est une autre paire de manches. D'autres arguments entrent en ligne de compte par rapport à la Russie. Je trouve absurde ce qu'on fait avec les Russes. Voilà. Je l'avais promis, on est quand même au bord de la mer. On ne peut pas ne pas en dire un mot. Surtout celle-là, c'est la mer du monde, ça. Vous êtes particulièrement engagé sur la question de l'éolien dans l'eau. C'est une des questions sur lesquelles vous aviez été un des premiers, non? Oui. Moi, je suis pour qu'on fasse de l'éolien en mer, c'est clair. Et moins que sur terre. Moins que sur terre, c'est justement là-dessus que j'allais vous interroger, parce qu'il y a quand même un doute aujourd'hui sur les éoliennes. Parce qu'il y a plein de gens sur terre qui disent, oh là là, ça perturbe, si ça. Ça fait des histoires et ça en vaut pas la peine d'aller transformer en anti-écolo des gens qui sinon le seraient. Si on sait le faire, et on sait le faire, faisons-le. Donc vous, président, il y aurait moins d'éoliennes sur terre, plus d'éoliennes dans la mer. Mais surtout, il y aurait des hydroliennes. Parce que moi, ma grande affaire, c'est des hydroliennes partout. Et pas seulement les hydroliennes, vous voyez la superbissime machine qu'on a coulée dans le rat Blanchard qui est là-bas dans la Manche, qui est le courant le plus vigoureux, il balance des pierres de 5-7 kilos là-dedans, et on a été capable de fabriquer une machine. Mais là, pardon, je ne peux pas laisser passer. On est au bord de la Méditerranée. Les gens, je vous supplie de comprendre, c'est presque un lac. Le point de contact avec l'océan universel, il est de 13 km, c'est le détroit de Gibraltar. Hein. Moi, je suis né là. Eh bien, là, c'est presque un lac. Il faut 100 ans pour renouveler cette flotte. Alors, bon sang, mais respectez ça, quoi. Arrêtez de balancer du plastique là-dedans. Ne faites pas de trous pour sortir du pétrole et du gaz. Parce que si un seul jour, il y a un problème, vous tuerez la mer Méditerranée. Par conséquent,
si moi j'avais la responsabilité, déjà, je ferais le tour du petit bassin. Faut pas trop prendre large, parce que si vous prenez trop large, vous ramassez les Turcs, les Chypriotes, Israël et Gaza, c'est terminé, on fait plus rien, on s'engueule et ça sert à rien. Là, on est le petit bassin. Alors on a les Italiens, on peut prendre les Grecs, les Français, les Espagnols, on prend les Portugais parce qu'ils sont juste au bord, et puis en face, on a les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, et ensemble, on se met d'accord. On fabrique tout le grand réseau de collecte des eaux usées. Ensemble, on ramasse les plastiques partout. Ensemble, etc., etc., etc. Et on fait une entente. Alors, il y avait un qui avait eu l'idée, ça existait cette affaire. Mais moi j'adore votre idée, hein, Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous regardez la difficulté déjà entre le Maroc et l'Espagne, où finalement ils s'envoient des migrants à la figure, parce qu'on en est là, qui sont presque instrumentalisés d'un côté comme de l'autre. Comment est-ce que vous pouvez continuer à penser que hop, on va y arriver? Mais bien sûr, les Marocains, c'est des gens avec qui on peut parler par définition. Les Algériens, pareil, tout le monde finit par être raisonnable. Les Espagnols aussi, et nous, Français, on va donner les leçons à qui, hein? Non. Si on se met à discuter, qu'on est en mouvement, qu'on a une belle cause commune, alors ça se fera. Un qui avait eu une bonne idée, c'était Sarkozy. Il avait proposé de refaire l'alliance 4+5, c'est-à-dire les 4 pays là. L'Union Méditerranée. Oui. Non, mais attendez, vous allez voir. Il avait décidé ça, qui était une bonne idée, c'est la reprise d'une idée de Mitterrand. Et là-dessus, arrivent les Allemands qui disent, ah, pas question, vous n'allez pas faire ça entre vous, on est tous méditerranéens. Tu parles? Et donc, ils s'y sont opposés. On a fait l'Union pour la Méditerranée, un grand machin qui sert à rien. Enfin, pardon pour ceux qui s'en occupent, mais disons que ça a une efficacité très limitée. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je termine en vous disant que la mer Méditerranée, il y a quand même quelque chose de très injuste. La mer Méditerranée, on ne lui applique pas les critères pour les bateaux de croisière. Regardez, je sais pas si vous voyez ça. Là-bas, vous avez les bateaux de croisière qui arrivent. Bon, on les distingue. Ils émettent du soufre, comme c'est pas permis de le faire en mer Baltique, parce que là, les Allemands ont fait attention. Hein. Là, en mer Baltique, pas question. Mais ici, oui. Donc, il faut arrêter ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire sur la mer Méditerranée. C'est la mer du monde, comprenez ça. C'est là que tant de choses... Je parle pour notre civilisation, je ne veux pas être trop européocentré. La mer de Chine aussi, mais là, quand même, ça, la mer Égée, la mer Noire, c'est là que tout est... Là, vous voyez Ulysse passer quand vous voulez. Hein, c'est nous, c'est vous, c'est moi, dans la vie, comme ça, et qui passons sur cette mer. Tout est parti de là. C'est les mêmes peuples qui tournent en rond depuis 4, 5, 6, 7 millénaires. Alors un coup, il s'appelle Phénicien, le coup d'après, il s'appelle autrement, et nous sommes tous là. Pensez à ça, la France, la Méditerranée n'est pas votre pédiluve. C'est la mer qui vous a fabriqué. On va rester sur cette image de mer. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci de m'avoir donné l'occasion. Et de m'avoir donné l'occasion aussi de venir au bord de la Méditerranée avec vous.